Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h au sommaire. Les approches de solutions face aux défis liés à l'employabilité des jeunes, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur porteur par IGSP en fait partie. Initié en 2016 par le chef de l'État, Fort Esozimna Nyasingbe, le projet tient ses promesses, vous le verrez en début de ce journal. Le portefeuille de la Banque africaine de développement affiche une performance satisfaisante. C'est ce qu'indique la revue mi-parcours de la stratégie de la banque pour la période 2021-2026. Les résultats sont partagés ce vendredi avec le gouvernement et les acteurs concernés. Et c'est parti pour le marché international de l'artisanat du Togo, Miato 2023. L'ouverture officielle est présidée cet après-midi par le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe jusqu'au 5 novembre prochain. Vous pouvez faire un tour sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Des merveilles vous y attendent. Et le temps presse, la couverture sanitaire universelle devra être effective au Togo à compter du 1er janvier 2024. Une mission d'inspection de contrôle s'impose dans les établissements de santé. Les inspecteurs ont été accueillis ce vendredi au centre hospitalier préfectoral de Tabligbo. Nous y serons. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Et on commence avec le Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Fort Esozimna Nyasingbe. Un projet de loi, un projet de décret, 4 communications étaient à l'ordre du jour. La protection des droits d'auteur fait partie des dossiers. Le compte rendu des travaux avec Christian Trimois, ministre secrétaire général du gouvernement. Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 26 octobre 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 26 octobre 2023 sous la présidence de son Excellence, M. Fort Esozimna Nyasingbe, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de loi, un projet de décret et écouté 4 communications. Au titre du projet de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de loi portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore. La protection de la propriété littéraire et artistique dans notre pays est régie par une loi du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins. Depuis son adoption, d'importantes évolutions sont survenues au plan communautaire et international. Dans l'espace UEMOA, 2 directives ont été prises, portant respectivement harmonisation des dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins et harmonisation des dispositions relatives aux droits à rémunération pour copie privée au sein des États membres de l'UEMOA. Au plan international, le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur la protection des œuvres dans l'environnement numérique intègre au dispositif de protection du droit d'auteur les créations numériques et les nouveaux modes d'exploitation en matière digitale. La législation nationale présentait, après 3 décennies de mise en œuvre, des insuffisances et des inadéquations auxquelles il importait de répondre en vue de consolider les droits existants et de tenir compte des exigences des accords internationaux ratifiés par notre pays, le Togo. Le projet de loi intègre les nouveaux droits reconnus aux créateurs d'œuvres et aux artistes par les instruments internationaux et communautaires, tels que le rallongement de la durée de protection des œuvres de l'esprit de 50 à 70 ans, la rémunération pour copie privée et la perception des droits de reproduction par reprographie qui permettra de rémunérer les auteurs écrivains et les éditeurs des œuvres littéraires. L'adoption du présent projet de loi portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore permettra de mieux protéger les droits patrimoniaux des créateurs et des artistes togolais et de contribuer ainsi
au développement des industries culturelles et créatives. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Office national des aires protégées, ONAP. L'audit institutionnel de la gestion des ressources naturelles dans notre pays a relevé la nécessité de confier la gestion des aires protégées nationales à une structure autonome pour une meilleure efficacité des interventions. Dans cette optique, ce décret met en place et organise l'Office national des aires protégées, établissement public à caractère administratif, doté de l'autonomie de gestion administrative et financière. Placé sous la tutelle technique du ministère chargé des aires protégées et la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances, l'Office national des aires protégées travaillera à la définition d'une vision stratégique et financière sur le long terme dans un cadre budgétaire cohérent. L'Office national des aires protégées aura notamment pour mission de mettre en œuvre la politique forestière nationale en matière de gestion durable des parcs nationaux, des réserves de faune, des réserves de gestion des habitats et des espèces, des zones de gestion des ressources naturelles, des zones d'intérêt cynégétique et des jardins zoobotaniques. Il permettra un meilleur portage des projets et programmes d'appui au développement des populations riveraines des aires protégées et l'animation d'un cadre d'échange favorable à une gestion participative des aires protégées par les populations et le gouvernement. L'Office national des aires protégées va d'une part assurer une meilleure coordination des interventions, garantir la durabilité des différentes réalisations et d'autre part faciliter la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières appropriées pour remplir les missions essentielles de gestion des aires protégées. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à l'organisation, les 15 et 16 novembre 2023, de la 3e édition de l'Africa Financial Industry Summit, AFIS 2023, sommet de l'industrie financière africaine à Lomé, présenté par Madame le Premier ministre. Environ 1000 personnalités du monde de la finance sont attendues à Lomé pour ce sommet, qui offre un cadre d'échange de très haut niveau pour élaborer des solutions aux défis du secteur financier afin de construire une industrie panafricaine des services financiers plus inclusive, plus robuste et plus durable. Son Excellence le Président de la République a requis l'implication de tous les membres du gouvernement pour assurer le plein succès de cet événement. Le Conseil des ministres a écouté une seconde communication relative au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé, présenté par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. La ville de Lomé connaît depuis plusieurs années une forte expansion avec une importante dynamique démographique qui rend nécessaire l'actualisation de son schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Le Conseil des ministres va donc examiner un nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé pour réglementer l'occupation spatiale, remédier aux déséquilibres structurels et permettre un développement harmonieux du territoire. Le Conseil des ministres a écouté une 3e communication relative au schéma directeur d'aménagement du littoral, présenté par le ministre de l'Économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Prévu par une loi du 25 mai 2021 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral,
le schéma directeur d'aménagement du littoral doit être fondé sur des données scientifiques et adopter une approche de gestion intégrée de l'écosystème. L'adoption prochaine du schéma directeur d'aménagement du littoral permettra une meilleure rationalisation de l'espace et une bonne exécution des projets de développement afin de répondre aux défis de la montée des eaux liés au changement climatique. Le Conseil des ministres a écouté une 4e communication relative aux dispositions prises pour la campagne de commercialisation 2023-2024 du soja graine et de ses produits dérivés, présentée conjointement par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. La filière soja est l'une des filières porteuses identifiées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, compte tenu de son potentiel pour le développement de l'agro-industrie et l'amélioration des revenus des producteurs. Le Togo consolide depuis plusieurs années sa position de premier pays exportateur de soja biologique vers l'Union européenne. Au démarrage de la campagne de commercialisation 2023-2024, un communiqué conjoint des ministres chargés du commerce et de l'agriculture a donné les orientations générales du gouvernement visant à assurer aux acteurs de la filière une campagne favorable. Son Excellence, le Président de la République, a instruit le gouvernement de mettre un accent particulier sur les mesures visant le renforcement de la traçabilité et la facilitation de l'accès à la certification du soja biologique et de ses produits dérivés. Fait à Lomé, le 26 octobre 2023, le Conseil des ministres. Et quand on parle de droits d'auteur, de droits voisins, expression du folklore, à quoi fait-on allusion? Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ces droits? Question des journalistes au ministre secrétaire général du gouvernement, Christian Trimouan, au cours de la conférence de presse qui a sanctionné le Conseil des ministres d'hier. Voici son reportage, voici son élément de réponse. La réforme qui a commencé par le projet de loi adopté ce matin en Conseil sur les droits d'auteur, les droits voisins et l'expression du folklore est une réforme qui intervient 32 ans après le premier texte adopté en 1991. Mais c'est un texte qui intervient également pour modifier le cadre juridique post-Covid. Et nous savons tous, d'un point de vue national, que nos compatriotes artistes, auteurs ont payé un grand tribut pendant la période de Covid. Il tenait donc à cœur au président de la République d'adopter ce texte pour relancer l'activité artistique, la créativité, mais surtout redonner les moyens de la résilience à nos compatriotes. Nous vous proposerons l'intégralité de cette conférence de presse d'après Conseil des ministres en fin de ce journal. Focus maintenant sur la jeunesse togolaise. Elle occupe environ 70% de la population, une force, mais aussi un grand défi lié notamment à leur employabilité et à leur insertion professionnelle. Depuis 2016, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a initié le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PAIE GSP. Aujourd'hui, le projet tient ses promesses. Voyons cela dans ce reportage signé Dodo Harry. Une des bénéficiaires du projet d'appui et d'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAIE GSP. C'est l'un des projets sur lesquels le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé mise pour gagner le pari de l'auto-emploi et d'insertion des jeunes dans l'économie formelle. Et les espoirs portés en ce projet n'ont pas été vains. Plus d'1 million d'emplois ont été créés avec des résultats qui dépassent les prévisions initiales. Avant, nous sommes à un plafond de 1000 tonnes par an, mais grâce à PAIE GSP, nous avons atteint 3000 tonnes par an. Donc cela a considérablement changé nos bénéfices, les recettes annuelles, et ça a permis de recruter d'autres jeunes. Comme lui, de nombreux jeunes ont réussi à créer leurs propres entreprises et à sortir de la précarité grâce à l'appui du PAIE GSP.
La plupart, producteurs en milieu rural, ont quitté le statut de petits producteurs pour devenir de gros producteurs avec aujourd'hui des milliers d'hectares à cultiver et un rendement de 80 kg à l'hectare. On note en moyenne une augmentation de 2,27% des superficies emblavées de 2017 à 2022. Les filières maïs, soja, manioc, volaille ont été les plus privilégiées par les bénéficiaires, parmi lesquels les femmes. Le projet a financé beaucoup de femmes productrices qui témoignent de la croissance de leurs revenus et des changements positifs sur leur quotidien. On parle d'une réduction de plus de 64% du taux de pauvreté chez les femmes bénéficiaires du projet. L'impact évalué sur les conditions de vie des bénéficiaires est de 27,7% en 2022 contre 10,8% en 2017. C'est dire que le projet était à la hauteur des attentes du chef de l'État Faure Gnassingbé, celle d'insérer les jeunes dans les chaînes de valeurs agricoles pour réduire la pauvreté et le chômage. Pour atteindre ce résultat, le gouvernement et la Banque africaine de développement ont dû investir 26 milliards de francs CFA dans ce projet. Un financement qui a servi à plus de 1420 jeunes sur toute l'étendue du territoire. Et c'est de droit que le portefeuille de la Banque africaine de développement affiche une performance satisfaisante au Togo. C'est ce qu'indique la revue mi-parcours de la stratégie de la BAD au Togo pour la période 2021-2026. Les résultats ont été partagés ce vendredi avec le gouvernement et les autres acteurs concernés. Le point avec Carmen Madiakabo. Depuis 2021, la Banque africaine de développement BAD a adopté pour 5 ans une stratégie d'action au Togo. Après 2 ans de mise en œuvre, les résultats sont palpables dans les 2 domaines prioritaires. Le transport avec l'aménagement de la voie Avepozo à Neho, l'énergie avec la réalisation du projet CISO par exemple et le renforcement de la gouvernance entre autres. Pour accélérer la transformation structurelle et la diversification de l'économie togolaise, la banque en vient à une revue à mi-parcours. Mes résultats sont ici partagés avec les acteurs du monde économique. Pendant une semaine, on a passé en revue chacun de nos projets avec les chargés de projet, donc les UGP, les unités de gestion de projet, pour essayer d'identifier quels sont les problèmes, quels sont les goulots d'étranglement, comment on peut faire pour pouvoir améliorer cette performance. La performance est améliorée considérablement par rapport à l'an dernier. On avait 4 projets qui étaient classés problématiques dans le portefeuille. On n'en a qu'un seul cette année. Et comme le cadre s'y prête, le portefeuille de la BAD a été évalué. Au 15 octobre 2023, la banque a financé 18 opérations au Togo pour une enveloppe de 211 milliards de francs CFA. Une performance satisfaisante avec une note de 3,2 sur une échelle de 1 à 4. Au niveau de plusieurs statistiques, nous avons noté des améliorations par rapport à l'année précédente. Mais bien entendu, nous devons faire mieux sur certains aspects. Notamment, nous comptons accélérer la mise en œuvre des projets pour que les impacts positifs attendus au niveau des populations soient reçus le plus tôt possible. Pour le ministre d'État, Yark Damham, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, gouverneur de la BAD pour le Togo, dans l'ensemble, la qualité de la revue à mi-parcours est satisfaisante. Elle met en évidence la stratégie d'intervention de la Banque au Togo. Son format est cohérent avec les informations fournies. L'appui de la banque s'est matérialisé par le financement des projets structurants tels que les agropos pour l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles, le développement des industries de transformation agroalimentaire et le développement de l'agriculture à haute valeur ajoutée. La réhabilitation des routes et la protection côtière avec pour objectif l'amélioration de l'intégration régionale et la résilience climatique des infrastructures et des populations en zone côtière. La BAC a consenti de soutenir l'ambition du gouvernement de parvenir à l'objectif d'un taux d'accès à l'électricité de 75% de la population à l'horizon 2025, qui me soit permis d'exprimer. Au nom du gouvernement, notre admiration à son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République,
qui assure le leadership en matière de réformes et de l'innovation pour améliorer le mieux-être de nos populations. Les orientations stratégiques pour le reste de la mise en œuvre de la stratégie pays 2024 à 2026 devraient être en lien avec les nouvelles priorités du gouvernement togolais. Direction port autonome de Lomé, l'institution a enregistré un nouveau remorqueur pour renforcer sa compétitivité. Il est baptisé ce vendredi par le ministre en charge de l'économie maritime. Son nom, Vicente Boluda Lomé. L'appareil va permettre au port autonome de Lomé d'accueillir des navires de grande capacité. Les explications avec Christine Petekialoudé. Un nouveau remorqueur dernière génération. Il est baptisé Vicente Boluda Lomé, VB Lomé. 28 mètres 80 de long, 12 mètres de large, avec une force de traction de 70 tonnes. Il a 5600 chevaux de propulsion et il est équipé des tout derniers équipements puisque c'est un bateau récent avec donc beaucoup d'économies d'énergie par rapport aux autres remorqueurs. C'est un remorqueur puissant, très maniable, qui peut s'adapter à différents types de trafic. Ça permet d'accueillir les grands navires, ça permet d'aider les grands navires à accoster ou à appareiller. Et c'est des bateaux qui ont un système de propulsion azimutal, c'est-à-dire que les hélices peuvent tourner à 360 degrés sur elles-mêmes. Donc il peut aller un peu dans tous les sens. Classé 94e au niveau mondial, 4e sur le continent et premier en Afrique de l'Ouest et du Centre, ces performances sont le fruit du travail soutenu et continu du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, dont la vision est de faire de cette plateforme portuaire un hub dans la sous-région. Avec le développement des mastodontes de la mer, des porte-conteneurs de plus de 400 mètres de longueur et 60 mètres de largeur, disposant des capacités de transport de plus de 24 000 équivalents 20 pieds, commencent à écumer nos océans et ont besoin des ports disposant des capacités convenables pour assurer leur accueil et départ. L'acquisition du VB Lomé vient à point nommé et s'inscrit dans une série d'actions nécessaires qui permettront au port de Lomé de continuer à offrir à ses clients des services nautiques de premier choix. Le remorqueur est financé par le groupe Boluda, spécialisé dans le remorquage et bien d'autres services maritimes. Lomé, c'est un port essentiel, non seulement pour le Togo, mais aussi pour les nombreux États voisins. On peut compter sur Lomé, la capitale, on peut faire confiance à son port. C'est pour ça que nous avons choisi Lomé le nom de ces remorqueurs. Les remorqueurs ne sont pas de très grands navires, mais ils sont puissants et agiles. Il manque la relation entre le Togo, l'Espagne et la France. Nous devons continuer à travailler ensemble, à investir dans nos partenaires et à explorer de nouvelles opportunités. Le ministre de l'économie maritime témoigne sa gratitude au groupe Boluda, dont le soutien vient renforcer la compétitivité du port autonome de Lomé. Ce remorqueur ASD TUG 2312, un nouvel indicateur vers l'objectif Togo Hub Logistique tel que visé par le chef de l'État, son Excellence le Président Faure Eswazimna Gnassingbé. La capacité de remorquage de notre port se voit donc renforcée. Nous voudrons ici remercier la société Boluda pour l'acquisition de ce nouvel équipement et nous exhorter tous, gens de la mer, à continuer d'œuvrer dans la recherche de l'excellence. Bon vent et bonne mer à ce nouveau remorqueur qui reçoit ce jour son baptême. VB Lomé porte à 4 le nombre de remorqueurs que compte le port autonome de Lomé. Je vous le disais en titre, le marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, édition 2023, vient d'ouvrir officiellement ses portes. Le ton est donné à cette troisième édition par le Premier ministre Victoire Tomégadobé. Le marché va s'animer jusqu'au 5 novembre prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. L'entrée est libre et gratuite. Nous y reviendrons
dans nos prochaines éditions. Et si vous êtes jeune fille en quête de talent, de leadership, vous devez impérativement prendre part à cette rencontre. Le forum de la jeune fille ouvert ce vendredi et ce jusqu'au 29 octobre prochain. Cette initiative de l'ONG Coup de pouce Chaîne de l'Espoir Nord-Sud est à sa 3e édition. Elle entend contribuer à l'autonomisation de la jeune fille togolaise. Reportage de Karine Olalo. Des jeunes venus de tous bords s'inspirent des expériences de leurs aînés pour réussir leur carrière en milieu scolaire et autres. Le Forum de la jeune fille est dédié à la cause. L'édition 2023 met un accent particulier sur l'autonomisation de la jeune fille. C'est le marché des opportunités. C'est vraiment l'échange. Les femmes les plus influentes du Togo seront là parce que c'est la vision au fait de la jeune fille. La jeune fille a envie de rêver, elle rêve déjà, mais elle a envie de matérialiser ça et on va leur offrir ça. Dans la société actuelle, la jeune fille n'arrive pas à s'affirmer, elle n'arrive pas à s'exprimer. Donc on veut renforcer l'estime de soi de la jeune fille, à pouvoir prendre le dessus, à pouvoir rester devant un projet. Parce que la société maintenant néglige les filles. Les filles sont lésées, on donne plus de responsabilités aux hommes. Et à travers ce projet, nous voulons permettre aux filles de pouvoir dire non, que maintenant c'est assez. Ces 3 jours de discussion vont également porter sur la cohésion sociale pour un développement durable de la gente féminine. On met la lumière vraiment sur la jeune fille parce qu'aujourd'hui, la jeune fille est timide. Elles ont des projets très innovants, très créatifs. Mais si vous leur donnez par exemple le micro, elles ne sauront pas quoi dire au fait devant le public. Donc on veut vraiment mettre l'accent sur ça pour qu'elles puissent avoir l'estime de soi, prendre la responsabilité de dire que je suis capable de faire comme les hommes. Le Forum de la jeune fille est porté par l'ONG Coup de pouce Chaîne de l'Espoir Nord-Sud. La vision, répondre aux aspirations des plus hautes autorités à faire de la femme un véritable vecteur de développement économique et social. Un mot de santé. Le 1er janvier 2024, le Togo va entrer de plein pied dans l'assurance maladie universelle en prélude à l'effectivité de ce programme. Le gouvernement a décidé de renforcer l'inspection, le contrôle des établissements de santé. Les inspecteurs étaient accueillis ce vendredi au centre hospitalier préfectoral de Tabligo. Le reportage avec Yataratem. À bord de ces véhicules, une délégation du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Elle s'invite au centre hospitalier préfectoral de Tabligo. Concertation avec le responsable du centre, suivi de l'inspection des lieux. Assainissement, incinérateur d'ordures, comptabilité, pharmacie, maternité, échange avec les patients, toutes les composantes du centre passées au peigne fin et pour cause. Le gouvernement, dans sa feuille de route 2025, s'est donné comme un des objectifs, c'est de garantir l'accès universel aux soins en renforçant l'accessibilité aux services de base. Ce n'est pas une action isolée que nous sommes en train de mener, donc c'est qu'on le fera dans toutes les formations sanitaires. L'assurance maladie universelle, un mécanisme destiné à assurer une couverture effective du risque maladie pour toute la population, sans distinction aucune sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement réaffirme ainsi son attachement à l'égalité d'accès aux soins de santé essentiels aux primaires, sur la qualité des soins et sur la solidarité. La présence de la mission rassure. Ceux qui parlent de couverture sanitaire universelle parlent de 3 aspects principaux. Rendre disponibles les formations sanitaires proches des populations. Deuxième chose, que le patient puisse avoir les soins de qualité. En troisième position, qu'il arrive à payer ses soins. Il fallait qu'une équipe arrive dans les formations sanitaires pour s'assurer du comportement du personnel qui respecte les normes et qui ait un comportement orthodoxe. Nous avons trouvé que c'est une mission qui avait un intérêt de faire l'état des lieux. La finalité serait de voir s'il y a des insuffisances à compenser et s'il y a d'autres dispositions à prendre pour nous accompagner, à nous préparer davantage pour accueillir tout le reste du processus. La santé est une priorité dans la cohésion sociale placée au cœur de la politique de développement du gouvernement. Face
aux principaux facteurs qui limitent l'accès aux soins de santé essentiels des populations, que sont le coût croissant des actes médicaux et une offre de soins insuffisante, le gouvernement a entrepris de nombreuses initiatives et actions afin que chaque citoyen et résident puisse accéder aux soins de santé selon ses besoins. Quelques communiqués pour poursuivre ce journal. Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social informe que la liste des candidats déclarés provisoirement admissibles au concours national de recrutement d'enseignants de mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre pour le compte du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, section du 6 août 2022, peut être consulté sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg ou au lieu suivant: à Lomé, au ministère de la fonction publique, du travail, du dialogue social, ou au ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, à Théviers, à Takpamé, Balimé, Sokoré, Kara et Dapaon, dans les directions régionales de l'éducation DRE ou dans les directions régionales du travail et des lois sociales. Communiqué signé Gilbert Bahara, ministre en charge de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique porte à la connaissance de la population que par mesure de précaution, il est déconseillé de recourir aux médicaments à base de pseudoéphédrine utilisés par voie orale sans l'avis d'un professionnel de santé. En effet, le pseudoéphédrine est utilisé dans le traitement du rhume, de la grippe ou de l'allergie pour désencombrer le nez, mais mal utilisé. Ce médicament peut exposer à des effets indésirables graves, voire mortels, touchant le cœur et le cerveau. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle les dispositions suivantes en cas de rhume ou de grippe. Humidifier l'intérieur du nez avec des solutions de lavage adaptées, sérum physiologique, spray d'eau terrane ou d'eau de mer. Boire suffisamment d'eau, éviter l'automédication. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rassure la population de la surveillance active faite autour de ce médicament en vue d'une prise de décision adaptée dans l'intérêt général. Il exhorte la population à demander systématiquement conseil à un professionnel de santé avant tout recours à un médicament. Communiqué signé professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de l'hygiène publique. Le ministre de la Culture et du Tourisme porte à la connaissance des artistes et promoteurs culturels en quête de l'accompagnement de l'État que les mécanismes d'accompagnement financier de leur activité et projets par le ministère de tutelle restent et demeurent les deux fonds créés à cet effet par le gouvernement, notamment le Fonds national de promotion culturelle, ex-Fonds d'aide à la culture FAC, et le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Par conséquent, il les invite à soumettre leurs requêtes uniquement lors des différents appels à projets de ce fonds qui se feront désormais au premier trimestre de chaque année. Le ministre voudrait compter sur la compréhension de tous. Communiqué signé Dr Lamadokou. Et pour finir, le ministre des Sports et des Loisirs exprime ses remerciements à toute la population togolaise pour sa mobilisation et adhésion à l'initiative des Journées nationales du sport et rappelle que la 14e édition sera observée le samedi 28 octobre 2023 à 7h à 10h sur l'ensemble de 7h à 10h sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, il invite tous les concitoyens et concitoyennes en tenue de sport à sortir massivement et à se diriger vers les espaces préalablement définis par leur mairie de résidence pour participer activement aux activités physiques et sportives qui seront organisées dans le but de leur santé et bien-être. Tout comme les autres éditions précédentes, cette 14e édition sera marquée à la fin des activités physiques et sportives par des séances de sensibilisation portant sur la santé,
le vivre ensemble, la solidarité publique, la cohésion sociale, la paix, entre autres, communiqué signé ministre en charge des sports et des loisirs. Et à présent, je vous propose l'intégralité de la conférence de presse qui a sanctionné le Conseil des ministres d'hier. Elle est animée par le ministre secrétaire général du gouvernement Christian Trémoin et le ministre en charge de la culture et du tourisme. Bonsoir, messieurs les ministres. Je suis Kokou Kataka, Togo Presse. Le Conseil des ministres a examiné une loi portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore. Nous voudrions savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de ces droits. Je vous remercie. Votre question est très intéressante, elle est très importante, parce que la réforme qui a commencé par le projet de loi adopté ce matin en Conseil sur les droits d'auteur, les droits voisins et l'expression du folklore, est une réforme qui intervient 32 ans après le premier texte adopté en 1991. Mais c'est un texte qui intervient également pour modifier le cadre juridique post-Covid. Et nous savons tous, d'un point de vue national, que nos compatriotes artistes, auteurs ont payé un grand tribut pendant la période de Covid. Il tenait donc à cœur au président de la République d'adopter ce texte pour relancer l'activité artistique, la créativité, mais surtout redonner les moyens de la résilience à nos compatriotes. Et pour cela, le ministre de la Culture et du Tourisme est avec moi. Il apportera les précisions nécessaires pour que l'ensemble de nos compatriotes puissent véritablement apprécier l'importance de la réforme engagée ce jour par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais dans ce sens parler du Bureau togolais des droits d'auteur, le BITODRA. Alors, elle n'a pas une bonne presse au sein du milieu artistique. Ce n'est pas moi qui le dis, je me fais juste le porte-parole des artistes. Elle n'a pas bonne presse parce que pendant longtemps, beaucoup ont estimé que son fonctionnement, ou du moins les ressources qui reviennent aux artistes, ne sont pas à la hauteur. Alors, est-ce qu'avec la nouvelle loi en gestation, on peut espérer mieux avec le BITODRA? Qu'est-ce que cette nouvelle loi peut apporter à l'industrie culturelle au niveau du Togo? Et pour être un peu plus gourmand sur les questions culturelles, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, l'identité culturelle du Togo vue de l'extérieur. Alors, une bonne partie de l'opinion estime qu'elle n'existe pas. Est-ce que vous partagez cette opinion? Si oui, quelle politique développez-vous pour qu'on puisse identifier facilement le Togolais à l'international de par sa culture? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par peut-être la dernière question, la question de la promotion de l'identité culturelle du Togo à l'extérieur, avant d'aborder les deux autres questions. Il est vrai que ce constat il est partagé par tous, que l'identité, il y en a qui pensent que nous n'avons pas d'identité culturelle, surtout en se référant à la musique. Et ça se dit, et ce constat peut être avéré. Nous pensons que nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble pour affirmer l'identité culturelle togolaise, parce que nous en avons. Nous sommes Togolais, et en étant Togolais, c'est que nous avons notre particularité à nous, donc nous avons notre identité, donc nous devons travailler à l'affirmer. Et ce travail doit être fait par nous tous, les acteurs culturels, les promoteurs culturels, les journalistes que vous êtes et le gouvernement. Je crois que le gouvernement est en train de faire sa part, d'ailleurs à travers l'adoption de ce projet de loi ce jour, et c'est un grand pas que le gouvernement vient de faire aussi dans le sens même de la promotion de l'identité, de notre identité culturelle, puisque à travers cette loi, même le folklore sera protégé. Et en étant protégé, je crois qu'il revient aujourd'hui à nos artistes de pouvoir puiser l'essentiel de leur inspiration de notre patrimoine culturel national. Et je crois que, ce faisant, on parviendra à coup sûr, dans quelques années, à avoir une identité très reconnue, appréciée et respectée par tous, même à l'extérieur du pays. Pour ce qui est de la question de l'impact, je veux dire, l'impact de
du projet, du projet de loi de ce jour, notamment la loi sur la protection du droit d'auteur, du droit voisin et de l'expression du folklore. Son impact est multidimensionnel. Alors d'abord, il faut remarquer qu'elle va contribuer à l'émergence de l'industrie culturelle et créative qui est aujourd'hui je peux le dire, une préoccupation du gouvernement, parce que pour que les artistes puissent vivre de leur art, il va falloir qu'ils puissent sortir de l'aide qu'ils attendent aujourd'hui en permanence de l'État pour aller vers des industries culturelles. Et c'est ce travail qui a commencé, le gouvernement a commencé ce travail par la réforme du fonds d'aide à la culture, qui n'est plus un fonds d'aide à la culture, mais un fonds de promotion, qui va accompagner cette volonté du gouvernement à aider les artistes à pouvoir s'organiser, se formaliser, pour pouvoir tirer le maximum de profit de leur travail. Alors, ensuite, il faut aussi remarquer que le projet de loi adopté ce jour étend la durée de protection de l'œuvre, de l'esprit, de 50 ans aujourd'hui à 70 ans post-mortem. Donc cette extension, par exemple, permet aux œuvres de l'artiste Bella Bello, qui en principe tomberait dans le domaine public à partir de l'année prochaine. Donc ça permet peut-être aux ayants droit de pouvoir encore bénéficier des droits sur ces œuvres-là, encore 20 ans de plus. Donc en dehors de ça, il faut relever que au niveau des réformes enclenchées aujourd'hui, de façon impérative, pour que cette loi ait l'effet souhaité par le gouvernement, il va falloir que l'organisme national de gestion collective, qui se trouve être aujourd'hui le pilote, puisse connaître aussi une réforme à profondeur. Et naturellement, je crois qu'une fois que cette loi passera à l'Assemblée nationale, je crois qu'un décret sera pris dans le sens de la réforme du Bitodra, afin de, peut-être, naturellement, parer peut-être à des faiblesses dont vous avez fait allusion tout à l'heure, et ensuite renforcer les artistes dans la jouissance de leurs droits. Et aussi, il faut noter qu'en termes d'impact, ce projet de loi renforce la protection des droits, de tous les droits liés aux œuvres de l'esprit, y compris le numérique. Et naturellement, le numérique aujourd'hui est pris en compte dans la protection, mais également il est pris en compte dans la perception, parce que l'assiette de perception est élargie aujourd'hui au matériel et outils numériques qui seront désormais, qui feront l'objet de perception de redevances avant leur entrée sur le territoire national. Donc, vous comprendrez que les impacts de ce projet de loi sont énormes, surtout sur la vie des acteurs culturels qui en sont d'ailleurs les bénéficiaires. Merci, monsieur le ministre. Je suis Lazare Kondo du journal Matin Libre Togo. Vous avez touché tout à l'heure le numérique. Dites-nous, comment protéger justement le droit d'auteur dans cet environnement numérique que nous sommes aujourd'hui? Merci. Je crois que la protection du droit d'auteur dans le numérique aujourd'hui, c'est difficile. Malgré tout l'arsenal qui sera mis en place, nous pensons quand même, le gouvernement est conscient que ça va être difficile de pouvoir protéger cet univers-là. Donc la solution est de pouvoir, ce qui est fait aujourd'hui, de pouvoir imposer cette redevance à tous les matériels et outils numériques qui entrent sur le territoire national. Alors,
si aujourd'hui les redevances sont perçues. Par exemple, les DVD, les CD vierges, les clés USB audiophiles, tous ces matériels, tous ces outils qui entrent sur le territoire national seront déjà, des redevances seront déjà perçues sur tous ces outils-là, de sorte que même quel que soit l'usage qui en sera fait sur le territoire national, entre-temps, l'artiste togolais a déjà quand même eu son droit là-dessus. Donc je crois que c'est la meilleure façon pour nous de protéger le droit des auteurs, les droits d'auteur sur le numérique. Je voudrais peut-être, si vous permettez, compléter un peu sur la question du numérique et du droit d'auteur, des expressions du folklore. Mais plus le ministre a répondu sur les droits d'auteur, je voudrais illustrer sur les expressions du folklore. Vous avez peut-être suivi ensemble, comme nous, récemment, sur les réseaux sociaux, ce phénomène Aïcha Tremblay, où tout le monde faisait, vous voyez, cette affaire-là. Quand on le regarde, toute la publicité que le numérique a permis de faire autour de ce phénomène attribue le mouvement Tremblay par les épaules à un pays voisin. Ceux qui ne connaissent pas identifient, par la voie du numérique, ce mouvement à un pays voisin. Or, nous savons tous que c'est l'un des points de séquençage les plus importants de Bobobo, une danse que nous avons chez nous. Et que tout le monde fait comme ça, vous savez, quand on fait là. Donc, au fond, le numérique est un formidable outil de propagande sur les droits d'auteur, mais il peut aussi, d'une certaine manière, arracher à un patrimoine national quelque chose qui lui est fortement culturel. Et il nous semble que la loi actuelle comporte les dispositions qui permettent d'une part de protéger et d'autre part de situer aussi les origines. On n'interdit pas les emprunts, mais il faut bien constituer quelle portion culturelle vient du Togo, est une invention de nos ancêtres qui est inscrite dans notre patrimoine culturel, même si d'autres que nous ont le droit de pouvoir les utiliser. Donc la loi va permettre également de protéger ces aspects de nos expressions folkloriques. Le Conseil a examiné également un décret, un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Office national des aires protégées. Quelles retombées les populations doivent-elles attendre de l'opérationnalisation de cet office? L'Office national des aires protégées, c'est vrai, c'est une institution nouvelle qu'on met en place qui va aider à protéger des espaces qui sont reconnus, consacrés, protégés, parce que d'une part, ces aires comportent des plantes ou des arbres qui ont des années d'existence, qui sont d'une certaine rareté, ou bien qui comportent une faune des animaux qu'on ne retrouve plus. Rappelez-vous, nos ancêtres avaient déjà cette tendance à la protection des espaces. Prenez simplement l'exemple de toutes nos forêts sacrées de l'époque. On n'a pas attendu d'avoir l'ONAP pour le faire. Mais nous avons, pour une bonne part, massacré une part de notre patrimoine faunique, de notre patrimoine lié aux écosystèmes. Et ce que nos pères avaient gardé jalousement, parfois nous les avons détruits. Vous avez le célèbre cas de la faune Otikiran, qui dans les périodes de troubles que nous avons connues, a été malheureusement dévastée. Il était donc nécessaire de trouver un organisme qui nous aide à continuer à protéger ces espaces-là, qu'ils soient culturels ou cultuels, les forêts sacrées dont j'ai parlé, qu'ils soient des espaces délimités par l'État avec des forêts qui sont plantées, des animaux protégés. Vous en avez un certain nombre sur nos territoires. Ou bien que ce soit même des forêts privées. Aujourd'hui, des privés ont investi pour faire pousser des arbres parce que nous savons aujourd'hui que les changements climatiques dépendent de la flore et de la faune. Nous savons aujourd'hui que les saisons, la réussite de nos cultures, et donc ça ramène à la question que vous posez, quel est le bénéfice des populations? D'abord, s'assurer que les climats soient maintenus et protégés d'une certaine manière. Les changements climatiques dépendent de cela. La deuxième raison, c'est que ça nous permet de disposer de plantes qui sont en voie de disparition. Nous avons, dans les questions médicinales aujourd'hui, des plantes qui ont disparu, que nos parents utilisaient. Nous avons des animaux qu'on ne connaît même plus aujourd'hui, on les voit encore en photo ou en dessin. Mais où est-ce que nos enfants les trouveront un jour pour savoir ce qu'on appelle tel ou tel, si nous ne protégeons pas ces espaces? Et donc les populations ont un gain immédiat à la préservation de ces espaces et de ces aires protégées. Et l'État avait la responsabilité de mettre en place un organisme qui aide à assurer la protection des essences rares,
des espaces dédiés, et puis même pour notre propre découverte, notre promenade. Pas loin de Lomé, ici à Mapapé, nous avons une forêt privée. Je vous invite à faire un tour, à la découvrir. Mais ça, c'est un compatriote qui a investi pour faire cette forêt et qui est disponible. Donc, vous pouvez aller passer un temps en famille dans cette forêt, vous ressourcer, vous remettre en contact avec la nature. Oui, dans les années 70, on dénombrait à peu près 83 aires protégées. Aujourd'hui, est-ce que ce nombre a-t-il évolué? On a toujours 83 aires protégées actuellement, mais il faut y rajouter à peu près une quarantaine d'aires privées que j'ai évoquées tantôt. Et puis si on rajoute à cela encore quelques forêts sacrées qui sont encore conservées aujourd'hui, soit à des buts cultuels, soit à des buts culturels, on arrive à un volume qui est assez important. Mais il faut surtout continuer à planter des arbres, à créer des espaces dédiés, protégés, inviolables, dans lesquels nous continuons à élever des animaux, à pouvoir entretenir des plantes et avoir une base d'un écosystème que nos enfants pourraient découvrir demain. Oui, Monsieur le ministre, parlant d'aires protégées, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la faune. Et quand on parle de la faune au Togo, ça rappelle de mauvais souvenirs à certains compatriotes. Alors, dans la logique de mieux protéger nos aires protégées, est-ce que cet aspect est pris en compte, du moins dans quelle mesure les populations sur le terrain peuvent être associées à des différents projets? Il faut dire que la protection des aires que nous avons jalousement gardées dépend nécessairement du caractère inclusif et participatif de la démarche. Le président de la République a donné les instructions pour que l'ONAP fonctionne d'abord sur le dialogue permanent avec les populations. Les responsables de cette institution travailleront sur la base d'une collaboration permanente. Vous ne pouvez pas protéger des arbres contre ceux qui habitent dans le voisinage. Et on ne peut pas privilégier ces arbres si les personnes qui sont à côté ne comprennent pas l'intérêt de protéger cet écosystème. Donc, le dialogue est fondamental. Mais comme dans toute société, il y a des règles. Et ces règles doivent également être respectées. Il faudra donc trouver le bon dosage entre un dialogue permanent, une inclusion des populations dans la protection de ces aires, dans leur accroissement, et puis bien évidemment le respect des règles pour tous ceux qui seraient malheureusement récalcitrants. Si vous permettez, avant de passer le micro à mon confrère, je voudrais relancer Monsieur le ministre de la Culture sur la question du bitoudrage. J'en parlais tout à l'heure, mais je n'ai pas obtenu la réponse. Je disais qu'elle n'avait pas bonne presse au niveau des artistes qui estiment que les ressources, ça ne représentait rien. Et je demandais si la nouvelle loi pouvait remédier à cet état de choses. Merci. Je voudrais peut-être souligner que dire que le bitoudrage n'avait pas bonne presse, peut-être c'est de la position, vu de la position des artistes. Parce qu'en réalité, c'est la liste, en fait, l'assiette de perception au niveau du bitoudrage qui est très restreinte. C'est très restreint. C'est ce qu'aujourd'hui, à travers cette nouvelle loi, nous sommes en train d'élargir. J'explique. Aujourd'hui, en 2020, bitoudrage a pu mobiliser et redistribuer 20 millions. Alors, 20 millions redistribués à 1000 ayant droit, ça va représenter combien? En 2021, ils ont mobilisé 31 millions, qui a été redistribué également à 1000 ayant droit. Et en 2022, ils ont mobilisé 38 millions et redistribué également aux ayants droit. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi leur capacité de mobilisation, parce qu'il est vrai qu'il y a eu, on a constaté, parce qu'il y a eu un audit qui a été fait, il y a eu de la déperdition dans les ressources collectées, parce que les agents collecteurs étaient en contact, et ils étaient en contact avec les contribuables, donc ils prenaient l'argent directement, ils maniaient l'argent, et donc ce n'était pas évident que l'argent collecté, c'est pas évident qu'il était totalement reversé. Donc, je crois que par rapport à ça, je crois que depuis 2 ans, il y a eu une réforme, donc les agents collecteurs ne manient plus l'argent. Donc, ils ont un logiciel logique qui leur permet de pouvoir faire payer directement par les mécanismes de transfert d'argent. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a justifié
l'accroissement de 2020 à 2022 dont je viens de parler. Mais par contre, avec ce que avec ce nouveau projet de loi, avec la projection, c'est qu'à l'horizon 2026, rien que la nouvelle assiette qui est aujourd'hui établie à partir de ce projet de loi, et la personne sera faite directement par l'OTR au niveau de tous nos cordons douaniers avant l'entrée de ces marchandises sur le territoire togolais. Ça permettra à l'horizon 2026 de pouvoir mobiliser annuellement 1,3 milliard de francs pour le Bitodra. Donc vous voyez naturellement que si 1,3 milliard de francs à redistribuer à 1000 artistes ou à 2000 artistes, je crois que ça doit être quand même important. C'est pourquoi je voudrais dire c'est pourquoi je disais que la question de mauvaise presse, je crois que peut-être dans la position des artistes qui aimeraient avoir mieux, ils peuvent le penser ainsi, mais je pense que la question était fondamentalement quel était quand même leur marge de manœuvre par rapport à la limitation de l'assiette de perception. Donc je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de régler ce problème et avec l'opérationnalisation de cette loi, je crois que progressivement, et à l'horizon 2026, c'est d'ailleurs l'attente du gouvernement, ça doit aller vraiment mieux pour nos artistes. Et je crois que toutes les parties sont d'ailleurs appelées à jouer leur partition. Le gouvernement est en train de jouer la sienne. Je crois qu'il revient aussi aux acteurs, qui sont les artistes eux-mêmes, de jouer aussi leur partition. Et aussi, nous attendons également de vous, les femmes et hommes de la presse aussi, d'être suffisamment mises à contribution pour que cette nouvelle loi puisse produire le fruit attendu par le gouvernement. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et au titre des communications, il y a une qui a porté sur le schéma directeur et d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé. Quel avantage faut-il attendre de l'innovation que l'État ou bien le gouvernement entend apporter là-dessus? Le schéma directeur, il y a deux communications qui ont porté sur des schémas directeurs. Une première sur le Grand Lomé, donc la préfecture d'Aguanivé et la préfecture du Golfe. Et puis une deuxième communication qui a porté sur le schéma directeur du littoral. Le littoral, si vous voulez, c'est tous les terres qui sont en bordure de mer, autour des lacs, autour des lagunes et qui remontent. Nous avons un vieux décret qui définit le littoral, qui prend toute la région maritime comme le littoral. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les plans de développement, les plans d'occupation de l'espace pour les bâtisses privées, pour les services, pour les loisirs, soient harmonisés. Quand vous regardez, nous avons un habitat un peu disparate, un peu hétérogène. Il faut l'harmoniser de sorte que nous ayons des services qui soient construits, des écoles qui soient disponibles, que des loisirs soient disponibles aussi et que les habitations puissent également trouver leur place. Donc ces deux communications visaient donc à établir des plans harmonisés, à la fois sur le Grand Lomé à Guanivé, sur le Grand Lomé qui comporte Aguanivé et Golfe, mais également sur l'ensemble de notre littoral, depuis la plage en remontant vers le nord de notre pays. Également de communication, la campagne par rapport au soja. Alors, j'ai constaté, en tout cas, la presse en a fait ses choux gras l'an dernier, qu'il y avait beaucoup de polémiques autour des stocks qui étaient là et qui n'étaient pas évacués. Alors, quelles sont les garanties que la prochaine campagne sera favorable aux producteurs? Alors, sur le soja, bien évidemment, l'année dernière, compte tenu du jeu de l'offre et de la demande, naturellement, les prix ont gonflé au point d'atteindre des sommets qui étaient presque exceptionnels. Ce qui fait qu'au fond, les producteurs et les commerçants ont eu le sentiment que ces prix pouvaient être maintenus sur la durée. Or, c'est une bulle qui a crevé très vite. À partir du moment où les prix internationaux ont chuté, évidemment, le réflexe protecteur des commerçants et des producteurs a été de garder les stocks en espérant une remontée des prix. Pour éviter cela, cette année, le gouvernement a donc fixé déjà depuis, avec l'interprofessionnel, donc les commerçants, les producteurs et les acheteurs ont un groupe de discussion qui a arrêté un prix bord champ qui est de 200 francs. Mais ce prix joue comme un prix minimum, c'est-à-dire que nous garantissons à nos producteurs
qui ne doivent pas vendre en dessous de 200 francs, mais bien évidemment, s'il y avait un prix supérieur à 200 francs, ce serait tout à fait à leur bénéfice. Parce qu'il faut rester réaliste par rapport au marché interne, puisque nous privilégions la transformation nationale de ce produit, tout en garantissant la possibilité d'une exportation de ce produit. Donc, le gouvernement a fixé des règles. Nous avons des pourcentages pour la partie nationale pour ce qui concerne le soja graine ou le soja conventionnel, et puis également pour le soja biologique, puisque nous sommes premiers exportateurs sur la destination Union européenne. Monsieur le ministre, toujours lié à cette communication sur la campagne du soja, on observe depuis quelques mois une forte mobilisation pour la production du soja, alors qu'il y a d'autres produits. Que doit faire l'État justement pour équilibrer la tendance? Alors, il n'y a pas de déséquilibre sur cette tendance. Bien évidemment, nous avons établi, par exemple, à PIA, des usines de transformation. Le soja fait partie de la matière première. Nous devons encourager sa production pour être sûr que nos usines continuent à tourner et que les emplois qui sont créés puissent être maintenus. Parce que s'il y a un manque de matière première, naturellement, les usines s'arrêtent. Et si elles s'arrêtent, il y a un chômage technique qui se crée. Donc, nous encourageons la production. Mais à côté, nous continuons à encourager la production des denrées vivrières habituelles, le riz, le maïs, etc. D'abord par la contribution de l'État aux intrants agricoles, semences, engrais. Mais par également la professionnalisation des filières, avec les encadrements qu'il faut. Troisièmement, l'aménagement des espaces à travers les ZAP et l'extension des aménagements des espaces que l'État contribue à faire avec les producteurs et les commerçants. Donc, pas d'inquiétude sur ce point. Le fait d'encourager l'émergence d'une filière n'entraîne absolument pas l'abandon de l'autre. Nous devons continuer à manger du riz, à manger de la pâte, à faire le foufou. Mais il y a de nos producteurs qui se sont spécialisés là-dessus. Soyez rassurés, nous ne manquerons pas cela. Et je voudrais encore vous remercier une fois pour l'intérêt que vous portez à toutes ces questions du Conseil des ministres et en particulier l'accompagnement que nous apportons à nos frères et sœurs artistes, auteurs qui produisent. Nous n'atteindrons les sommets qui sont annoncés par le ministre de la Culture et du Tourisme sur les revenus que si chacun y met de sa contribution. Écoutons de la musique togolaise. Lisons des livres fabriqués, écrits par des auteurs togolais. Et absolument, nous ferons le bonheur de nos compatriotes. Voilà le message du ministre Trimoin lancé. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, à notre chaîne, la télévision togolaise. Nos programmes se poursuivent.